victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Trembler les ennemis de la France. Historiquement connu à travers la planète entière. Le terme d'interprétation renvoie à une notion de questionnement. Et aujourd'hui, du coup, je me tourne vers vous et je vous demande, Robespierre, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Pour beaucoup, Antoine Léaumont, pour beaucoup, ça va évoquer des souvenirs, des cours d'histoire qu'on a pu avoir au collège ou au lycée sur la Révolution française et sur le régime de la terreur. On entend souvent ça. Moi, personnellement, ça va m'évoquer, plus je m'intéresse à Robespierre et plus ça va m'évoquer, ça va me renvoyer à l'idée de République. Et ça va me renvoyer à la devise pour laquelle Robespierre n'est pas si étranger, liberté, égalité, fraternité. Beaucoup de termes qui me semblent aujourd'hui importants de mettre en avant et de défendre encore et toujours. C'est la République, unie et indivisible, la souveraineté du peuple, la démocratie et la justice sociale. Au fil du temps, au fil de l'histoire, nous avons pu voir que la République est fragile, encore à l'heure actuelle. La liberté peut être menacée et n'est jamais définitivement acquise. L'égalité, nous assistons chaque jour à des inégalités criantes, dont certaines inspirent un sentiment de scandale. Je vous renvoie à l'actualité récente pour voir un exemple. Quant à la fraternité, sa fragilité est vécue au quotidien. On met en avant depuis plusieurs décennies le devoir de mémoire pour beaucoup d'événements historiques. Mon devoir de mémoire, je l'exerce afin de préserver et de transmettre les idéaux et les valeurs qui sont les miennes. Aujourd'hui, ce sont les valeurs républicaines. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien Lapostole, animateur de mon groupe d'action. Bonjour à tous, du coup, j'ai été présenté, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Que dire après Céline, puisque, a priori, elle a réussi à tout dire, et ce que je trouve très bien. Parler du devoir de mémoire en parlant de Robespierre, c'est une des choses les plus importantes à mes yeux, puisque pour les plus jeunes d'entre nous, le cours de devoir de mémoire a été instauré dans l'école, autour de la guerre 14-18, etc., mais n'a jamais été instauré pour cette période de l'histoire. Alors, il y a une légende noire qui tourne autour de Robespierre. On la connaît tous, parce qu'on l'a apprise. Aujourd'hui, l'objectif, puisqu'il y a un objectif à cette cérémonie, c'est de parler de Robespierre d'une manière qui pourra parler de ses idées. On parle de Robespierre aujourd'hui, mais on parle avant tout de ses idées. Alors qu'est-ce qu'il voulait instaurer Robespierre? C'est une république sociale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes militantes, de personnes qui sont déjà initiées à Robespierre. Il doit y avoir très peu de personnes qui ne le connaissent pas. Je l'espère en tout cas, et sinon, bienvenue. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui ne sont pas initiées, peut-être qu'aujourd'hui vous apprendrez quelque chose de la part d'Antoine Léaumont, de la part de Céline, et de la part de toutes les personnes qui vont pouvoir parler aujourd'hui. Bien évidemment, il y aura une parole libre à la fin, mais le thème de cette cérémonie, c'est de parler aussi de la maison d'interprétation que la mairie d'Arras a mise en place, et va mettre en place, pour justement comprendre la question Robespierre. Mais au-delà de Robespierre, il faut parler aussi de l'époque. Donc cette maison d'interprétation, et on les remercie pour ça, va permettre justement de pouvoir rentrer dans cette maison et comprendre et se faire un avis sur une période de l'histoire qui est encore trop sombre aujourd'hui dans les livres d'école. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Alexandre Cousin, qui est conseiller régional et conseiller municipal d'Arras. Habituel, mais j'ai pris quelques notes pour parler de Robespierre. Je suis là à titre personnel, je tiens à le dire, parce que nous, chez les écologistes, puisque je suis élu écologiste de la région de Hauts-de-France et de la ville d'Arras, on n'a pas de position officielle sur Maximilien Robespierre. On n'en a pas pour un certain nombre de raisons qui ont trait à de l'actualité, qui ont trait à le fait notamment que les écologistes n'ont pas complètement intégré la question de la Révolution française, mais ça, on va dire que c'est lié à l'histoire de la gauche française, on ne va pas s'y appesantir. Mais
fondamentalement, si les écologistes n'ont pas de position sur Robespierre, il y a quand même quelques éléments qui font que la position serait un petit peu sceptique sur un certain nombre de prises de position sur le temps de la Révolution qui ont été prises par Robespierre. J'en prends deux. La première, c'est le jacobinisme. Ça ne vous surprend pas si je vous dis que les écologistes sont un parti fédéraliste, que du coup cette position jacobine que Robespierre incarne de manière quasi consubstantielle fait débat chez nous qui sommes un parti très pro-européen et qui est très régionaliste. Le deuxième sujet, c'est celui de cette place des grands hommes, et la manière dont on peut illustrer, rendre hommage à ces grands hommes comme Robespierre. J'y reviendrai dans un second temps, parce que le 28 juillet, il n'y a pas que Robespierre qui est mort. Et il y a notamment Augustin Robespierre et Philippe Lebas, qu'il convient autant de mettre en valeur que Maximilien Robespierre. Mais s'il y a bien un non-pensé de la Révolution française et de ces grands hommes, entre guillemets, c'est la question des femmes. Et en effet, dans un moment où des révolutionnaires tels qu'Olympe de Gouges et d'autres ont pris des positions fortes pour demander à ce que la moitié de la population française puisse avoir les mêmes droits que l'autre moitié masculine, on a eu un impensé qui, il est vrai, pose un petit peu de voile sur cette période. Alors, loin de moi l'idée de donner des conseils et de me rétro-envoyer en 1789, mais tout ça permet de dire qu'on peut évoquer et la période et les personnes avec un certain nombre de nuances. Alors, ceci étant dit, et bien évidemment, le but n'est pas d'être exhaustif et sur la période et sur Robespierre, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit évoquer. Alors, c'est quoi cette date du 28 juillet 1794 ? C'est la date de la mort de ce qu'on appelle les robespierristes, une partie des robespierristes. Alors, ces robespierristes, il y a parmi eux le plus connu, qui est celui qui est évoqué ici, Maximilien Robespierre. On a des très célèbres, c'est Saint-Just ou Couthon, par exemple. Et il y a des locaux qui ont une importance proéminente dans cette révolution, que sont Augustin Robespierre et Philippe Lebas. En quelques mots, je ne vais pas être non plus trop long, parce que je sais qu'il y a d'autres prises de parole. Augustin Robespierre, c'est un représentant en mission, notamment à Toulon. Toulon qui est assiégé pendant la période révolutionnaire par toutes les forces européennes monarchistes qui souhaitent mettre fin à la Révolution française. Augustin Robespierre, c'est quelqu'un qui notamment va, durant sa mission, mettre en place quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est Bonaparte. Et Bonaparte a des liens très profonds et très sincères avec la famille Robespierre et les frères Robespierre d'une manière générale. Philippe Lebas, que vous connaissez sans doute un peu moins bien, parce qu'Augustin habite ici également. Philippe Lebas, que vous connaissez moins bien, c'est quelqu'un qui vient de Frévent, qui est connu dans le Saint-Paulois. C'est quelqu'un qui va épouser Elisabeth Duplay, pour ceux qui connaissent, qui est l'une des filles Duplay qui seront les logeurs et logeuses de Robespierre à Paris. Des personnages aussi essentiels pour comprendre Robespierre dans ce microcosme parisien. C'est quelqu'un qui va donner à la postérité un grand spécialiste de l'Antiquité grecque notamment. Et c'est quelqu'un qui va être envoyé en mission, lui également, dans différents territoires régionaux français, à chaque fois avec des problématiques extrêmement compliquées. Ça permet de faire un petit peu de contexte. Cette période, elle est quand même très compliquée à appréhender, si on ne se dit pas que c'est un mélange de Première Guerre mondiale avec une volonté de refonte et des institutions et d'un idéal qui est celui des révolutionnaires, de mise à bas de l'Ancien Régime. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses dans un contexte qui est très compliqué. Et si ces deux hommes-là illustrent quelque chose, c'est notamment à propos de la terreur, c'est le fait que... il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la terreur et les terreurs qui ont été mises en place par la Convention thermidorienne et le Comité de salut public. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, ce que les historiens ont constaté, c'est que les proches de Robespierre qui ont été envoyés en mission sont des représentants en mission qui aboutissent à des situations où il n'y a pas de mort, en tout cas arbitraire, par des jugements comme on a pu le voir à Nantes, comme on a pu le voir à Bordeaux ou à Lyon. On a une preuve tangible que celles et ceux, alors plutôt ceux qui partageaient l'idéal de Robespierre, quand ils sont dans les conditions d'exercice du pouvoir avec des mesures extrêmes d'urgence qui sont celles de la Révolution française, ce sont des gens qui mettent en place une révolution douce, entre guillemets, qui n'aboutit pas à des mortalités telles qu'on les a connues, quand on met ce même pouvoir aux mains de personnes qui sont les Carrier, les Collot d'Herbois et d'autres, qui vont aboutir à des situations dramatiques dans certaines grandes villes de France. Pour moi, c'est ça qui illustre ces deux personnages, et c'est important de le signaler. Et je pense vraiment que ce lieu,
Robespierre, beaucoup de choses ont été dites, écrites. Je pense qu'on a fait globalement le tour de la question. Les universitaires ont maintenant un discours qui est établi et qui n'est plus contesté. C'est Jean-Clément Martin, c'est Guillaume Mazot, c'est Hervé Louercy Arras. Enfin, je vous conseille vraiment la lecture de ses biographies et de tous ses écrits. Il n'y a plus de débat sur ce qu'a été la Révolution française et sur ce qu'a été cette période avec ces hommes-là. Là où on peut apporter un petit peu, c'est sur tout ce qui se passe en périphérie. Alors, des hommes comme Augustin et Philippe Lebas, des villes comme Arras. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de la Révolution avec le prisme parisien, mais Arras a été un énorme centre névralgique de la Révolution française, comme l'ont été d'autres villes. Mais en tout cas, il y a une particularité, un particularisme arageois pendant cette Révolution française, qui fait aussi que quand au XXe siècle on essaie de remettre en avant la figure de Robespierre, ça se crispe et on rentre dans des tensions et des passions qui sont assez étonnantes quand on regarde la manière dont ça se passe aujourd'hui en 2023, où quand même, malgré quelques voix un peu étonnantes, les choses se sont quand même drôlement apaisées, et heureusement, parce qu'on peut à nouveau parler d'histoire. Le 28 juillet, c'est toute une série de choses. Alors, sans aller dans le détail, pour certains, c'est la fin de la Révolution, pour certains, c'est la fin d'un idéal révolutionnaire. Le but n'est pas de trancher ça. Là, pour le coup, sur la dénomination et les bornes chronologiques de la Révolution, il y a encore un petit peu de débat chez les historiens et historiennes. Le but n'est pas de trancher ça là maintenant. Moi, j'aimerais évoquer un cas personnel. Moi, j'ai jamais trop goûté ces grands hommages. Alors, je viens avec plaisir et ça me permet de vous parler de Robespierre, mais pour vous dire un petit peu ce que je fais depuis ces 12-13 années que je dis n'importe quoi, je me suis installé en 2006 à Arras. Tous les 28 juillet, parce que j'ai un métier qui fait que je pars rarement en juillet, étant d'astreinte avec mes animaux, je me pose là quelque part place du théâtre et je bois une bière, souvent tout seul, en pensant un petit peu et en lisant des choses sur Robespierre et autres. Je ne suis pas un grand fan des grands hommages pour tout un certain nombre de raisons qui font aussi que mon mouvement ne l'est pas non plus. Mais malgré tout, quand même, je vous remercie de l'organiser. Ça permet de parler de Robespierre, ça permet de parler de cette période, ça permet de remercier la ville d'Arras qui va enfin faire de ce lieu un centre d'interprétation de ce qu'a été Robespierre et cette période. Donc ça, c'est essentiel et je pense qu'il était temps. Mais malgré tout, pour tous ceux qui parlent de Robespierre, celles et ceux qui parlent de Robespierre autour d'eux, c'est quand même jamais très commode de se retrouver dans la peau de celui ou de celle qui doit de temps en temps expliquer que non, alors je vais faire de la caricature dans les deux extrêmes, que non, Robespierre, c'est pas le préfigurateur de tous les grands tyrans du XXe siècle, du style Staline ou Hitler ou Pol Pot. Je ne vais pas faire la liste, elle est quand même nombreuse malheureusement au XXe siècle. Robespierre, c'est pas ça. Pour plein de raisons, et là je vous recommande encore une fois, on va pas la faire longue, de lire un petit peu sur ce qu'a été la révolution à Robespierre. Et de la même manière, Robespierre, c'est pas une figure tutélaire proto-marxiste qui annoncerait tous les grands soubresauts politiques, communistes du XXe et des siècles à venir. C'est pas ça, Robespierre. Robespierre, c'est toute une série de choses, ça a été évoqué tout à l'heure. Je pense que dans le cadre, je me permettrai qu'une seule analogie, dans le cadre de l'actualité que vous connaissez, avec des propos quand même très graves tenus par les syndicats de police et par le ministre de l'Intérieur, Robespierre, on a un peu oublié qu'il était quelque chose de très précis pendant cette révolution, c'est un légaliste. C'est un profond légaliste qui respecte les institutions. Et ça me permet de reparler de ces quelques jours qui ont précédé le 28 juillet 1794. Robespierre, quand il est emprisonné, son geôlier refuse de l'emprisonner, il rentre quand même. Quand le peuple de Paris, je vous le fais en accéléré et très schématique, mais quand le peuple de Paris, devant l'hôtel de ville de Paris, décide de prendre les armes et de marcher sur la Convention, qu'il faut le savoir, la Convention républicaine n'a pas d'armée. Si le peuple de Paris armé marche sur la Convention, Robespierre prend le pouvoir et préfigure un petit peu ce que Bonaparte fera quelques années plus tard. Il le refuse totalement parce que dans son esprit, il est hors de question d'être en dehors des institutions républicaines. Et je trouve que s'il y a une petite analogie à faire sur l'actualité et la période, c'est quand même de rappeler ce petit événement. La séparation des pouvoirs est essentielle en France. Robespierre l'avait compris. Les révolutionnaires qui ont préécrit les premières institutions des premières, deuxième, troisième République l'avaient bien compris également. Et il est essentiel de dire que chacun doit rester à sa place dans le cadre d'un juste équilibre des pouvoirs en France. Et il faudrait un petit peu le rappeler à certaines personnes, certains syndicats qui prennent de drôles de libertés ces derniers temps. Merci. Merci
à toutes et à tous pour votre présence. Je remercie en particulier les militants qui nous permettent d'organiser cet événement en un temps record, le service d'ordre qui nous vient de Lille en partie. Grand merci aux membres de la NUPES qui sont présents aujourd'hui. Merci au député du Nord Adrien Quatennens. Merci au maire de Faches-Tuménil, Patrick Proisy, d'être présent. Et merci, grand merci à François-Xavier Mullard qui représente la mairie d'Arras, qui n'est pas vraiment de notre bord politique et qui montre, je crois, que parler de Robespierre aujourd'hui, c'est essayer de parler d'un personnage historique de notre pays qui n'appartient pas à la gauche, qui n'appartient pas à la droite, qui appartient au peuple français. Et précisément, parler de Robespierre en essayant de faire un peu la lumière sur sa vie, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, puisque on lui reproche beaucoup de choses qu'en réalité il n'a pas faites, eh bien c'est utile non seulement pour un camp politique, en l'occurrence le mien, celui de la gauche, mais c'est aussi utile, je crois, pour la République française elle-même. Alors pourquoi rendre cet hommage à Robespierre et choisir la forme d'un hommage? C'est la deuxième fois qu'on le fait, on l'avait fait l'année dernière, un certain nombre d'entre vous étaient d'ailleurs présents. Pourquoi choisir un hommage? Eh bien parce que dès lors qu'on parle de Robespierre, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de polémique. Robespierre est un sujet chaud depuis maintenant 230 ans, et quoi qu'on fasse, dès que vous sortez le nom de Robespierre, eh bien, il pleut des pierres, d'une certaine manière, qui viennent de ses adversaires. Robespierre est présenté souvent comme quelqu'un qui serait un dictateur, comme quelqu'un qui serait l'unique responsable de la terreur, comme celui qui, finalement, concentrerait, oui, en sa personne, tous les aspects sombres et obscurs de la Révolution française, et notamment, donc, cette politique de la terreur. Cette légende a été créée, en réalité, par ceux d'ailleurs, qui l'ont assassiné justement ce 28 juillet 1794. La légende noire de Robespierre est une légende, et c'est les travaux notamment de Jean-Clément Martin qui l'ont bien montré, est une légende qui est entièrement fabriquée à partir de sa mort, un petit peu avant sa mort, et ensuite, après sa mort d'ailleurs, un écrivain dira Robespierre meurt longtemps, parce qu'on parle longtemps de Robespierre après sa mort. C'est à ce moment-là qu'est inventée l'image du tyran, de celui qui était avide de pouvoir, de celui même qui buvait du sang, qui faisait des abat-jours en peau humaine. Enfin, tout un tas de légendes ont été créées sur Robespierre à partir de ce moment-là. Et ce sont bien les thermidoriens, c'est-à-dire ceux qui l'ont assassiné, qui ont monté ces légendes sur Robespierre. Est-ce à dire que Robespierre était pur et parfait? Non, bien sûr. Comme tous les êtres humains, Robespierre n'est pas pur et parfait. Il a sa part d'ombre, il a sa part de lumière. Mais quand on est un insoumis, disons que la part d'ombre étant tellement présente, on choisit un peu de parler de la part de lumière pour restaurer un peu d'équilibre dans un monde dans lequel, malheureusement, si parfois certains d'entre nous n'étaient pas là pour restaurer cette part de lumière, eh bien, elle cesserait tout simplement d'exister. Ce travail des historiens nous permet aussi de savoir que la terreur ne s'arrête pas le 28 juillet 1794. Au contraire, le 28 juillet 1794 et les jours qui suivent sont des jours de terreur d'une violence inouïe, puisque avec Robespierre, ce sont 105 personnes qui sont envoyées à l'échafaud en quelques jours. Sont-elles envoyées, celles-ci, avec des procès du tribunal révolutionnaire? Non. Elles sont envoyées à la guillotine sans procès. Celles et ceux qui disent que Robespierre est un tyran qui envoyait les gens à la guillotine sans procès, enfin, ils ne disent pas qu'il l'envoyait sans procès, ils disaient qu'il y avait le tribunal révolutionnaire. Les mêmes envoient Robespierre et 105 de ses amis à la guillotine sans aucune forme de procès. Mais celles et ceux qui envoient Robespierre à la guillotine, et Robespierre, et pas seulement, Saint-Just, Augustin Robespierre, ça a été dit, et un certain nombre de ses camarades et de ses amis de l'époque, eh bien, ce sont ceux qui ont le plus à craindre de Robespierre. Ce sont les Fouché, ce sont les Carrier, ce sont ceux qui, eux, ont mené une politique de terreur, pour le coup, d'une violence inouïe, à Nantes, à Lyon, et qui, dans ce moment, allaient peut-être être jugés par le tribunal révolutionnaire. Je veux redonner quelques chiffres qui sont d'ailleurs donnés par Jean-Clément Martin dans son livre. La terreur, ce qu'on appelle la période de la terreur, nommée après coup, c'est une période qui en réalité va de 1793 à 1795. Elle ne s'arrête donc pas avec la mort de Robespierre. Ce sont 2700 morts. 2700 morts de trop, sans doute. Mais dans la période qui précède ce qu'on appelle la Grande Terreur, il y en a 1366 en 2 mois. Et ces 2 mois-là,
les personnes qui sont à la manœuvre, ce n'est pas Robespierre. Robespierre, lui, n'est pas là à ce moment-là. Il n'est plus présent à la Convention. Non, ceux qui sont à l'œuvre, ce sont précisément les ennemis de Robespierre qui ensuite lui mettront sur le dos tous ces morts. Et comment dire, il y a une forme de trop-plein vis-à-vis de la guillotine, qui est beaucoup décrit par les contemporains. Mais en réalité, ce sont donc les ennemis de Robespierre, les adversaires de Robespierre, qui font cela. Pourquoi rendre hommage à Robespierre serait impossible quand il est possible de rendre hommage, et on l'a vu récemment, à Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte est celui qui a mis fin à la République française et a rétabli l'esclavage. Robespierre, lui, est quelqu'un qui s'est battu pour la République française et pour l'abolition de l'esclavage. N'y a-t-il pas donc plus d'honneur à donner à celui qui se bat pour l'égalité et pour la liberté que pour celui qui se bat pour la fin de l'égalité et de la liberté? Moi, je crois que si. Et puis, quant à l'Assemblée nationale, il y a un tableau d'Adolphe Thiers qui vient rendre hommage à celui qui, en une semaine, a tué 20 à 30 000 personnes avec la fin de la Commune de Paris et la Semaine sanglante. Je crois que si nous sommes capables de mettre un tableau pour Thiers comme le libérateur du territoire, eh bien nous pourrions peut-être aussi rendre hommage à Robespierre d'une manière qui soit juste et honnête, en n'oubliant ni sa part d'ombre, ni sa part de lumière. Alors, puisque quand on est un insoumis, tout ce qu'on dit quelque part est marqué du sceau du soupçon sur ce que nous disons, je préfère prendre les mots de Jaurès sur Robespierre. Il y a un débat au moment de la vie de Jaurès, justement, pour savoir si on est du côté de Robespierre ou qu'on n'est pas du côté de Robespierre. Et Jaurès tranche d'une manière que je veux vous lire parce qu'elle est absolument splendide. Il dit ici, sous ce soleil de juin 93 qui échauffe votre âpre bataille, je suis avec Robespierre. Et c'est à côté de lui que je vais m'asseoir aux Jacobins. Oui, je suis avec lui parce qu'il a, à ce moment, toute l'ampleur de la Révolution. Réveiller Robespierre, nous dit Jaurès, c'est réveiller tous les patriotes énergiques de la République, et avec eux le peuple qui, autrefois, n'écoutait et ne suivait qu'eux. Rendons à sa mémoire son tribut légitime. Tous ses disciples se relèvent, et bientôt, il triomphe. Le robespierrisme atterre de nouveau toutes les factions. Franchement, c'est d'une actualité confondante. Le robespierrisme atterre de nouveau toutes les factions. Le robespierrisme ne ressemble à aucune d'elles. Il n'est ni factice, ni limité. Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante, et naturellement dans le peuple. La raison en est simple, c'est que le robespierrisme, c'est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques. Donc, en relevant le robespierrisme, vous êtes sûr de relever la démocratie. Ces mots ne sont pas ceux d'un insoumis, encore que peut-être que Jaurès était un insoumis, ce sont ceux de Jaurès. Et je pense qu'ils sont utiles à rappeler pour notre présent, compte tenu du fait que Jaurès, lui, ne saurait être marqué du sceau de l'infamie qui repose sur quelques-uns d'entre nous. Et ils l'ont tué aussi, c'est vrai. Alors, oui, pour nous, insoumis, nous disons comme Jaurès, qu'il faut réveiller le robespierrisme. Pourquoi? Et ça a été dit tout à l'heure, il faut parler des idées. Quelles sont les idées que défendait Robespierre? Robespierre, c'est la défense mordicus du suffrage universel masculin, j'en parlerai, contre ceux qui veulent rétablir le suffrage censitaire. L'erreur fondamentale de Robespierre, c'est de n'avoir pas porté avec celles et ceux qui le faisaient à l'époque l'idée d'un suffrage absolument universel. Celle qui aurait permis aux femmes de participer dès 1793 au vote, aux droits de citoyens. L'erreur de Robespierre, c'est de ne pas avoir su écouter que l'humanité ne se divisait pas entre les hommes et entre les femmes, mais qu'elle était une et indivisible. Ça, c'est l'erreur fondamentale de Robespierre, et sur ce point-là, aucun d'entre nous ici ne sera d'accord avec lui. Mais pour le reste, Robespierre a été celui qui a porté des combats qui étaient d'une immensité compte tenu de la période dans laquelle nous étions. Robespierre, c'est celui qui se bat pour le droit de vote des Juifs. C'est celui qui se bat pour l'abolition de l'esclavage. C'est celui qui se bat aussi pour l'abolition de la peine de mort, à une époque où, comme on le sait, la peine de mort existait et a été fortement utilisée. C'est quelqu'un, Robespierre, qui se bat pour le droit au bonheur. C'est quelqu'un qui se bat pour l'abolition de l'esclavage. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je veux le redire, parce qu'il a cette phrase qui est absolument magnifique. Il dit « Mais si vous avez défini des principes et que vous n'êtes pas capable d'appliquer vos principes, alors à quoi sert notre Assemblée nationale? À quoi servons-nous?
si nous disons que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais que certains sont dans les fers. Nous enverrions sur notre propre assemblée une infamie dont elle ne pourrait se relever. Et Robespierre dit « périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Voilà ce que disait Robespierre, et je crois que quand on le compare à Napoléon sur le sujet, c'est plutôt vers Robespierre qu'il faut aller quand on est républicain. Et puis Robespierre, c'est celui qui se bat pour le droit à l'existence, et il a cette phrase magnifique qui dit « Nul homme ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Eh bien aujourd'hui encore, nous pensons, nous, avec Robespierre, que nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé, et en l'occurrence ici on parle d'argent, à côté de ses semblables qui meurent de faim. Et puis enfin, Robespierre, c'est un petit morceau de la République un peu partout dans le pays, puisque c'est lui qui a inventé la devise « Liberté, égalité, fraternité », qui trône sur le fronton de nos mairies, de nos écoles et d'un certain nombre de nos bâtiments publics, et qui fonde le sens de notre République, à l'heure où M. Macron nous dit que le travail désormais du président de la République, ça sera l'ordre, l'ordre, l'ordre. Eh bien nous disons non, le devoir du président de la République, c'est de faire vivre la devise de notre patrie. Liberté, égalité, fraternité. Voilà un programme pour tous les gouvernements de la France républicaine. Ça a été dit tout à l'heure par notre camarade écologiste, que je remercie pour sa présence, mais nous sommes dans une période dans laquelle la séparation des pouvoirs est mise en cause par des syndicats policiers qui entrent dans une logique factieuse. Eh bien, figurez-vous que Robespierre invente la devise « Liberté, égalité, fraternité » dans un discours sur les gardes nationales. Ce discours, c'est un discours assez fondateur de Robespierre, parce que c'est un discours dans lequel il explique comment peut être assurée la souveraineté pleine et entière du peuple français. Et il pose la question de quelle doit être la force publique qui est présente sur le territoire national. Il y a les forces armées pour les ennemis de l'extérieur, mais pour l'intérieur, comment fait-on? Il y a débat. À l'époque, il y a la maréchaussée, qui est l'équivalent de la gendarmerie. Et puis, il y a cette idée de construire des gardes nationales qui seraient composées de citoyens pour garantir les droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, je vais vous lire un petit extrait de ce discours, car je trouve qu'il est d'une actualité considérable. Voici ce que nous dit Robespierre à cet instant. Les lois constitutionnelles tracent les règles qu'il faut observer pour être libre. Mais c'est la force publique qui nous rend libres de fait en assurant l'exécution des lois. La plus inévitable de toutes les lois, la seule qui soit toujours sûre d'être obéie, c'est la loi de la force. L'homme armé est maître de celui qui ne l'est pas. Un grand corps armé, toujours subsistant au milieu d'un peuple sans armes, est nécessairement l'arbitre de sa destinée. Celui qui commande à ce corps, qui le fait mouvoir à son gré, pourra bientôt tout asservir. Je trouve qu'il y a là des mots qui font réfléchir sur la place que prend désormais la police, mais je précise, un certain nombre de syndicats policiers, pas tous les policiers, un certain nombre de syndicats policiers. Alors, que dit Robespierre? Il dit, posons donc pour premier principe, il parle des gardes nationales, mais on pourrait élargir aux forces publiques d'aujourd'hui. Posons donc pour premier principe qu'elles doivent être organisées de manière qu'elles mettent le pouvoir exécutif dans l'impuissance de tourner contre la liberté publique des forces immenses dont il est sans cesse armé. Un premier principe avec lequel on ne peut être qu'en accord, mais que nous n'avons pas vécu, notamment pendant la réforme des retraites. Et puis il y a un deuxième principe. Il faudra encore qu'elle ne puisse jamais elle-même opprimer la liberté ni le pouvoir exécutif, puisque tant qu'il se renferme dans les bornes de que la Constitution lui prescrit, il est lui-même une portion des droits de la nation. Eh bien voilà, une manière de définir le rôle de la force publique qui soit correcte. Ni oppression des libertés publiques, ni oppression du pouvoir exécutif qui est censé les diriger. Voilà des propos qui sont ceux de Robespierre à une époque où l'on réfléchit sur la place de la puissance publique. Eh bien, je crois que ces propos doivent nous faire réfléchir aujourd'hui. Alors à l'époque, Robespierre, lui, développe le sujet en disant qu'il faut armer le peuple. Ce n'est pas notre logique à nous. Nous sommes dans une logique inverse, plutôt celle de désarmer la police dans les missions qui sont les siennes, qui sont celles de l'encadrement de la population dans les manifestations. On évitera sans doute un certain nombre de mutilés et de blessés, parce que nous ne voulons pas, nous, que la force publique soit utilisée pour autre chose que ce que dit l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantir les droits de l'homme et du citoyen. Sur ces mots, on va en finir, mais je veux vous dire ce qui se passe après la mort de Robespierre, parce qu'on l'oublie beaucoup. La mort de Robespierre, c'est la fin
d'une petite partie de la Révolution. Enfin, c'est pas seulement Robespierre, c'est Robespierre et 105 de ses amis. Il ne faudrait pas l'oublier parce que si ses amis étaient restés là, peut-être que la Révolution aurait pris un autre cours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils les ont assassinés. Qu'ont-ils fait les garants, les défenseurs de la démocratie, de la justice, ceux qui disaient que Robespierre était un tyran, un assassin, un meurtrier? Qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont continué la terreur, puisque le tribunal révolutionnaire a continué jusqu'en 1795. Ils ont supprimé la municipalité de Paris, voilà, tranquille. Ils ont mis fin à l'école gratuite et obligatoire qu'avait mise en place la Convention nationale. Ils ont mis fin à la loi du maximum sur les grains qui permettait de faire baisser le prix de la nourriture. Et puis, ils ont rétabli le suffrage censitaire. Voilà ce qu'ont fait les amis de la République et de la démocratie qui ont assassiné Robespierre. C'est-à-dire qu'ils ont assassiné en même temps que Robespierre l'idée de la République sociale, de la justice sociale qui avait été portée par Robespierre et ses amis. Donc non, Robespierre n'est pas ni un ennemi de la République, ni un ennemi de la Révolution, c'est l'inverse. Robespierre, avec d'autres, contient dans sa personne une petite portion de la Révolution française et de la République française. Il contient aussi une grande portion, puisque je vous l'ai dit, la devise liberté, égalité, fraternité, nous la lui devons. Et je finirai cette petite prise de parole sur des mots qui sont les siens et qui me semblent être sans doute ceux qui sont les plus à écouter aujourd'hui. Il s'agit d'un de ses derniers discours, peut-être le dernier d'ailleurs, et Robespierre nous dit ceci. « Peuple, souviens-toi que si dans la République, la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain mot. » Je crois que Robespierre a raison. Sur cela, comme sur une partie du reste, vive la Révolution, vive la République et vive la France. Alors, la prise de parole va être vite faite. Je vais vous expliquer le chant que je vais interpréter après. C'est démarré d'un poème qui s'appelait « L'hymne à la liberté ». C'est un poème écrit en 1974 par Marie-Joseph Chénier, présenté à Robespierre, qui l'apprécie et lui demande de le mettre en musique. Ce qui sera fait très rapidement et très vite interprété en public. Quand il sera interprété, il prendra un autre nom, ça s'appellera le chant du départ. Il sera le chant préféré de Robespierre. Je vais vous chanter. On chantera ensemble, si vous le permettez. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez que la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.